You are who you are. You are who you are. C'est un nouveau numéro du HIC, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce magazine qui cherche à connaître le nœud du problème sur les questions d'actualité et certains sujets qui touchent la sensibilité de l'homme. Vous le savez, l'actualité reste dominée par le dialogue initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et la possibilité d'organiser les élections crédibles et apaisées en République démocratique du Congo, sans oublier la problématique de la date du 16 février 2016, d'où l'opposition politique appelait la population à une journée ville morte. Et pour aborder le HIC sur ces questions, nous recevons aujourd'hui pour la première fois Papi Tamba, qui est cadre du PPRD et analyste politique de son État. Alors, bienvenue Papi Tamba. Merci, je ne suis que membre du PPRD. Merci beaucoup pour ces rectificatifs. Alors, nous vous remercions parce que c'est quand même une première fois. Mais déjà, d'entrée de jeu, dites-nous, quelle analyse faites-vous du climat politique actuel en République démocratique du Congo? Écoutez, déjà merci pour l'invitation. Le climat politique en République démocratique du Congo est à la lumière des événements tels que nous essayons de les observer. C'est-à-dire actuellement, il y a une dissension entre ce que je pourrais appeler les pros et les contre-dialogues. On essaye de forcer un consensus autour de ces sujets. À ce jour, je peux dire que la balance, en tout cas, va beaucoup plus dans le sens de ceux qui sont pour le dialogue, puisqu'il y a un communiqué conjoint, même de l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, l'OIF, qui appelle les acteurs politiques congolais à un dialogue inclusif. Il y a pas mal de partis, des grands partis tels que les Palou, qui sont favorables au dialogue. Il y a l'IDPS, qui est plus avancé que d'autres partis de l'opposition, en ce sens que leur position est assez claire, qu'ils sont pour le dialogue, mais avec leur format. Donc, La participation de l'IDPS demeure encore hypothétique. Écoutez, je ne comprends pas les choses de cette manière, puisque l'IDPS, depuis les premiers jours jusqu'à ce jour, ils continuent toujours à prôner les dialogues, mais selon leur format. Ces formats-là, ça fait ce que je pourrais considérer comme étant la conditionnalité de l'IDPS pour les dialogues. Maintenant, il appartient à l'IDPS de comprendre que les formats ne voudraient pas dire que ça devient une sorte d'obligation pour les dialogues. Ce sont des matières qui seront appelées à discussion dans les contextes ou bien dans les préparatifs, comme on essaie de les appeler ça, il y aura un cadre transitoire, préparatoire plutôt par rapport au dialogue. C'est comme ça que j'essaie de comprendre les choses. Bon, de l'autre côté, il y a un camp, des gens que je vais appeler G7 plus 1, plus ceux qui s'appellent Front Citoyen, ainsi de suite, qui sont plus dans un autre schéma. Leur schéma, c'est le schéma de brûler les pays, c'est le schéma du pouvoir pour le pouvoir. Et en face, ils ont une majorité qui ne se laisse pas découdre, parce que nous pensons que le peuple congolais a droit à la paix et aux bonnes élections. Au contraire, ils remettent en cause les dialogues sous le format actuel. S'ils disent qu'ils remettent en cause les dialogues sous le format actuel, ils devaient vous dire quel est leur cahier de charges, comme l'IDPS l'a fait, quel est le format qu'ils proposent. Ce n'est pas qu'ils remettent en cause. Ils sont dans des suspicions, ils sont dans des supputations, et ils sont dans l'opération du pouvoir pour le pouvoir. Donc voilà. Ils font allusion à l'accord cadre d'Addis Abeba. Selon eux, le dialogue devait être convoqué par la communauté internationale. Vous savez, dans la vie, il faut un minimum d'humilité lorsque on aborde les matières qu'on n'a pas négociées. C'est le lieu ici de vous rappeler que lorsque nous, la majorité présidentielle, lorsque nous accompagnions le gouvernement, alors c'était au fait même de la guerre du M23, lorsque nous accompagnons pour négocier cet accord cadre, l'opposition l'avait rejeté. L'opposition a refusé de nous accompagner dans cette démarche. Ils ont tout fustigé. Et il y a même des correspondances de certains leaders de l'opposition adressées à l'Union africaine, adressées même à certains chefs d'État, pour décourager l'initiative de l'accord d'Addis Abeba, l'accord cadre d'Addis Abeba, signé par les chefs de l'État,
qui a engagé 10 autres États, plus la République démocratique du Congo. Lorsque cet accord a été promulgué, vous savez encore ce qu'ils ont dit, ils l'ont encore gravement fustigé. Certains ont considéré que cet accord vendait les pays. Je ne sais pas quelle magie, et ça c'est une spécialité que je trouve que dans l'opposition congolaise. Je ne sais pas quelle magie aujourd'hui se réveille, ils deviennent professeurs d'un accord qu'ils ont rejeté. L'accord cadre d'Addis Abeba ne mentionne nulle part que la communauté internationale doit organiser les élections en République démocratique du Congo. Non, pas organiser, mais convoquer. Convoquer plutôt les dialogues en République démocratique du Congo. Ça ne mentionne nulle part. La preuve c'est que cet accord a été entériné par l'Union africaine, qui n'a jamais abondé dans le sens de l'opposition, entériné aussi par l'ONU. Quand le 13 janvier, ou le 5 janvier je crois, le secrétaire général Ban Ki-moon avait fait la déclaration par rapport au dialogue, il était assez clair, il a même ajouté, pour qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté, qu'il appelait tout le monde à participer au dialogue convoqué par Joseph Kabila. Donc, il n'y a que par les chefs de l'État, il n'y a que nos amis de l'opposition qui ont une compréhension d'un accord qu'ils n'ont pas négocié, qu'ils n'ont pas conclu, qu'ils ont fustigé, et ils se réveillent aujourd'hui comme par enchantement, ils deviennent professeurs d'un accord qu'ils ne maîtrisent pas pour commencer maintenant à nous amener dans toutes les directions. Mais ce dialogue se veut inclusif, national. Pourquoi ne pas tenir également compte des exigences des autres? Vous savez, les exigences des autres figurent ou peuvent figurer comme matière à inscrire dans la commission préparatoire du dialogue. La commission préparatoire du dialogue, c'est pour notamment baliser les terrains pour des objections qu'on peut avoir de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui rejette, mais c'est la première fois au monde que je vois des gens refuser même l'option d'adhérer dans une commission préparatoire. Une commission préparatoire n'est pas le format du dialogue. C'est pour dégager un cadre consensuel et les matières à aborder au dialogue. Et même ça, ils refusent d'y aller. Je vous ai dit que c'est une opération du pouvoir pour le pouvoir. Certains sont devenus plus catholiques que les papes. Les papes appellent au dialogue et ils appellent à réciter les versets diaboliques pendant satanique de 12h à midi. L'église est vite vidée parce qu'il n'y a pas d'adeptes. Il y a d'autres qui veulent devenir maintenant plus mobilisateurs maintenant que l'ONU. Ça dit, je ne comprends rien. Et quand nous observons ces gens-là, la plupart sont des dissidents de la MP. Ce ne sont pas des opposants. Donc ça montre que ce sont des gens qui sont dans la logique des règlements de comptes parce qu'il y a les beefsteaks qui leur été ôtés de la bouche. Mais d'autres, par contre, craignent que ce dialogue aboutisse à un schéma 1+4 pour permettre au chef de l'État de briguer un troisième. Donc, vous savez, aujourd'hui, je pense que nous devons commencer à dire des choses assez clairement. Monsieur Bella, je vais prendre un peu un air très sérieux. Prenons d'abord l'Europe occidentale. Prenons l'Amérique. Nous parlons des États-Unis et du Canada. Il n'y a que 2 États qui ont limité dans leur constitution le nombre de mandats présidentiels. 2. Il y a la France, il y a les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique l'ont fait ça 61 ans après la mise en place de leur constitution. Aujourd'hui, ça fait 64 ans qu'ils appliquent les 22e amendements, mais certains anciens chefs d'État les remettent déjà en cause. Bill Clinton et Ronald Reagan ont fait clairement des déclarations là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a certains Américains qui pensent que Bill Clinton, lorsqu'il a laissé le pouvoir, il avait 52 ans. Avec 8 ans d'exercice des pouvoirs en tant que président de la République, il avait de l'expérience et la jeunesse à offrir au peuple américain. Pourquoi les lui avoir privé? Ça, ce sont les Américains. En France, d'abord, il y a certains qui disent aussi qu'Obama aura 54 ans. Lorsqu'il devait rendre l'établi, il aura encore une fois de plus l'âge et l'expérience à offrir aux Américains. En France, avec la constitution de la 5e République, c'est après 50 ans. Je reviens ici en Afrique. En Afrique, nous avons des expériences. Parlons seulement des États voisins. Le Congo-Brazza. Où voulez-vous en venir? Je vais en venir sur le fait que je suis contre qu'on puisse garder l'option de limiter le nombre de mandats présidentiels dans notre constitution. Je trouve ça aberrant pour une démocratie qui se construit. Une démocratie qui se construit, c'est une démocratie qui doit permettre de donner un mandat plein à un chef de l'État. Un mandat plein 5 ans, comme c'est le cas dans notre pays, c'est 1824 jours. Or, il s'avère
que nous avons. Mais le chef de l'État lui-même avait promis de respecter la Constitution. Nous avons des mandats. Le respect de la Constitution, c'est notamment respecter la procédure de sa révision et de son changement. Il ne faudrait pas que nous puissions avoir des articles accommodants pour dire que cet article m'arrange, c'est ce que je peux le respect de la Constitution, l'autre article non. Nous devons le dire clairement. Il faudrait que nous puissions un peu briser ces tabous-là. La Constitution du pays démocratique du Congo, aujourd'hui, nous pose quelques problèmes. D'abord parce que c'est un texte qui avait un caractère transitoire. Normalement, il devait être là pour 2 ans, normalement. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Nous fêtons l'anniversaire de 10 ans de notre Constitution aujourd'hui. Deuxièmement, c'est un texte élaboré par des non-élus. C'était une transaction entre différentes forces politiques et rebelles en présence. Ils ont mis en texte et il n'y a qu'à lire l'exposé des motifs pour comprendre qu'ils considèrent qu'il y a un problème de légitimité du pouvoir depuis 1996. 1996, comme par hasard, c'est l'arrivée de l'AFDEL. Donc ça montre que c'était une transaction entre les différentes forces politiques en présence. Ils se sont dit, bon, nous acceptons de mettre en place les règles du jeu. Mais est-ce pour autant dire qu'ils ont pensé à la stabilité de nos institutions? C'est là la véritable question. Qu'est-ce que nous observons, entre autres, comme problème? Nous avons un Sénat. C'est seulement aujourd'hui que vous décelez tous ces problèmes. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, ces discours que l'aime le Papi Tamba tient devant vous, ça fait plus de 4 ans qu'il tient les mêmes discours. Peut-être aujourd'hui, avec l'Emi16, c'est un discours qui est... Avec la même ferveur. Peut-être, non, avec la même ferveur. C'est un discours peut-être aujourd'hui qui commence à devenir plus audible par rapport aux appétits politiciens des uns et des autres. Mais sur le plan scientifique et rationnel, nous avons toujours soutenu les mêmes discours. Vous savez, les problèmes, quand ça existe dans un État, ça ne commence pas à exister le jour que vous constatez que les problèmes ont déjà existé. Donc il faut comprendre cela. Nous avons un Sénat. On ne peut pas être mis à l'aise dans cette situation où le Sénat, aujourd'hui, compte 108 sénateurs. C'est-à-dire un Sénat mis en place sur la base d'une constitution qui parlait de 26 provinces. Ces 26 provinces arrivent beaucoup d'années plus tard, mais plus avec la même configuration avec laquelle le Sénat a été mis en place. Ça pose un sérieux problème. Nous avons les lois qui ne sont même plus en ordre de temps avec les délais constitutionnels dans plusieurs matières. Ça pose un problème. Nous avons un texte qui ne répond même pas à notre propre sociologie politique. Ça pose un problème. Mais là où aussi ça pose problème, c'est parce que c'est aujourd'hui qu'il y a cet accent sur le changement de la Constitution. Pourquoi pas? Je répéterai ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas aujourd'hui que les problèmes commencent à être posés. Peut-être c'est aujourd'hui que les gens commencent à nous écouter avec une autre oreille. Vous vous souviendrez Ça fait des années que nous disons la même chose. Vous vous souviendrez que le porte-parole du gouvernement, je le cite, Lambert Mende, au Malanga, avait déclaré que nous aurons une passation du pouvoir pacifique. Moi, je vais dire une chose. Il avait déclaré ceci. Nous aurons un passage plutôt des flambeaux civilisé entre un ancien président et un nouveau président élu. Mais les mots ont leur sens. Faudrait-il que le président élu soit là? Mais c'est ce que je vous dis. Mais quand il y a l'absence du président élu, comment pourriez-vous parler des passages des flambeaux? Les termes sont assez clairs. Pour que le président soit élu, nous devons réunir les conditions qui permettent l'élection du président de la République. C'est la matière qui est soumise à débat aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas de problèmes qui relèvent pas de notre propre fantasme, des problèmes qui sont réels et vrais, s'il n'y avait pas les problèmes d'enrôlement au niveau majeur, du nettoyage des fichiers électoraux, s'il n'y avait pas tous ces différents problèmes, les débats aujourd'hui seraient infondés. Laissez-moi vous dire que c'est depuis 2013 que la majorité avait lancé les débats. Depuis 2013 que la majorité a commencé à proposer des pistes et des solutions. C'est depuis 2013. Les amis qui sont habités par un syndrome qu'on doit trouver, il faut lui trouver un nom dans la psychologie, ils sont habités par l'anticabilisme primaire. C'est-à-dire, on ne peut rien proposer comme schéma institutionnel dans le cadre des réformes sans qu'ils pensent à la personne. Je ne parle même pas au président de la République, je parle à la personne de Joseph Kabila. Il voit des pièges partout, on ne peut plus rien dire sans qu'il puisse tout remettre sur la tête de Joseph Kabila. Vous pouvez au moins accepter, admettre aujourd'hui que le gouvernement a été incapable, s'il faut le dire, d'organiser les élections à temps. Non, écoutez, d'abord, ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections, mais deuxièmement, le gouvernement a entrepris les efforts nécessaires. Les efforts nécessaires, ce n'est pas seulement organiser les élections ou l'élection du président de la République, c'est notamment aussi balayer les reliquats que nous avons. Voulez-vous que je vous dise le nombre
impressionnant des propositions formulées par le gouvernement depuis longtemps pour organiser les autres élections, balayées par les amis de l'opposition. Rappelez, est-ce que vous vous souviendrez, il vous souviendra, M. Bella, que c'était dans ces pays, le 9 juin 2013, que le gouvernement s'était réuni en Conseil des ministres et pris l'initiative de réviser quelques dispositifs de la Constitution afin de permettre l'élection au second degré au niveau local et au niveau provincial, donc passer du scrutin direct au scrutin, pas aux élections au second degré, mais passer du scrutin direct au scrutin indirect. Comme première conséquence, on avait démontré qu'en termes de coûts, on aurait fait l'économie de 294 millions d'euros, des dollars plutôt. Ça veut dire que l'élection coûtait 300 millions de dollars s'il fallait l'organiser en scrutin direct. En scrutin direct, ça coûtait 6 millions. On a aussi démontré qu'on allait gagner en termes de temps. Nous étions en 2013. Personne n'avait parlé de la fonction présidentielle et la réforme ne touchait même pas l'article 220. Les amis sont montés au créneau, ils ont commencé à parler d'un piège pour prolonger le mandat de chef de l'État. Nous étions en 2013. Nous étions encore en 2014 quand les gouvernements posent les problèmes d'identification de la population. L'identification de la population, c'était notamment balayer la problématique de ce que nous observons aujourd'hui de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Les amis de l'opposition sont encore montés au créneau jusqu'à envoyer le peuple à la rue. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation de blocage parce que ce sont des gens qui sont dans l'anticabilisme primaire. Mais à qui la faute pour ce retard de l'organisation des élections? Vous n'allez pas donner la faute à ceux qui... Il ne faut pas que nous puissions devenir des magiciens pour donner la faute à ceux qui sont de bonne foi. Les gens qui sont dans la proposition, des gens qui sont dans un schéma de réussir quelque chose, quand ils rencontrent des contestations infondées, à la place de la bonne foi, on leur oppose les mauvais cœurs. Vous n'allez pas dire que des gens qui avaient la bonne foi plutôt sont fautifs. C'est ce qu'il faut observer, M. Bella. Alors, nous avons compris, mais aujourd'hui, l'IDPS également pose problème quant à la tenue de ce dialogue. Mais entre nous, qu'est-ce que vous reprochez à l'IDPS? D'abord, je l'ai dit au début que l'IDPS ne pose pas de problème. L'IDPS est toujours dans les schémas du dialogue, mais avec son format. Donc pour moi, je ne peux pas considérer qu'il pose un problème. J'ai même dit qu'ils sont même plus avancés que plusieurs partis politiques de l'opposition parce qu'ils ont une vision assez claire. Mais il y a des problèmes internes au sein de l'IDPS. Vous voulez que je fasse quoi? Entre les fils qui produisent des documents que les autres considèrent comme état des faux, et une fois que les autres constatent que c'est des faux, c'est la base où les amis du fils qui vont chercher à porter la main sur les autres. Ça, c'est un problème qui ne regarde pas la MP. C'est un problème interne à l'IDPS. C'est à l'IDPS maintenant de sauver sa propre crédibilité. Donc la tenue du dialogue aujourd'hui dépend également de ces caprices de l'IDPS, s'il faut le dire. J'appellerai pas ça caprice. Je ne dirais pas aussi que ça dépend de l'IDPS parce que l'IDPS ne peut pas prendre tout un État en otage. Il faut seulement dire, comme l'a dit le ministre Mende, nous n'avons rendez-vous avec personne concernant ce dialogue. En termes de temps. Qu'est-ce qui bloque alors pour que ce dialogue soit également effectif? Le dialogue se veut inclusif. Il y a des gens qui hésitent et nous continuons à attendre que ces gens qui hésitent là puissent au moins revenir à la raison, puisqu'il y a certains parmi eux qui commencent à changer les discours. La communauté internationale aujourd'hui signe un communiqué conjoint où tous nous appellent au dialogue. Ça veut dire que tous, dans une certaine mesure, sont en train de rejoindre les chefs de l'État. Et je pense que maintenant, le moment est favorable pour que les choses s'accélèrent. Jusqu'à quand le gouvernement ou la majorité pourra attendre pour que ces dialogues soient également effectifs? Il faut savoir une chose, c'est que, constitutionnellement parlant, c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Forçons un peu notre façon de voir les choses un peu démocratiques du Congo. N'imposons pas à une discrétion de devenir quelque chose de général. Selon Papi Tamba, est-ce que ce dialogue pourra nous amener à l'organisation des élections crédibles et apaisées en République démocratique? C'est les souhaits. C'est du moins les souhaits. Et nous espérons que l'appel sera entendu de part et d'autre. En quel délai? Vous savez, les Congolais ont l'habitude de résoudre certains problèmes qui peuvent résoudre en 2 jours, les résoudre en 1 an, comme aussi les problèmes qui peuvent résoudre en 1 an, les résoudre en 2 jours. Donc, il faudra juste un minimum de bonne volonté. Ok, nous allons à présent prendre le deuxième sujet. Nous allons parler de la date qui a également posé problème, la date du 16 février 2016. L'opposition politique a appelé la population
à observer une journée ville morte, nous avons constaté également certaines écoles privées, certaines écoles ont été fermées, mais dans les écoles que nous appelons les écoles de l'État, nous avons vu quelques élèves seulement dans les bancs de l'école, certaines boutiques fermées, les transports étaient également, comment dirais-je, les transports fonctionnaient également à manœuvre. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition a réussi son coup ou non? Monsieur Bella, à l'époque de Mobutu, nous qui étions membres de l'Union sacrée de l'opposition radicale, quand on lançait, ce que je regrette aujourd'hui parce que j'ai participé à des journées villes mortes, aujourd'hui je les regrette, on était encore jeunes et étudiants, mais quand l'opposition lançait l'idée de la ville morte, il n'y avait pas de tracts à côté. Il n'y avait pas de circonstances pour s'aimer la terreur. C'est un moyen de transmettre le message. Non, les mots d'ordre étaient respectés sans que cela soit accompagné par autre chose. Aujourd'hui, ce que nous venons de vivre démontre clairement que la population quinoise, pour ne parler de Kin où j'ai vécu, en tout cas, n'a pas suivi les mots d'ordre dès l'opposition. Je ne parlerai pas de la majorité parce que la majorité n'a pas lancé des mots d'ordre. L'opposition a sémé la terreur. Ils ont véhiculé des rumeurs. Les gens ont pensé que ces jours-là, ça allait tirer de partout. Les gens ont pensé qu'il y avait des pinots qui seraient brûlés. La question que je me poserai, je ne sais pas si vous êtes père de famille, enverrez-vous votre fils ou votre fille à l'école, un enfant de 9 ans, de 10 ans, quand on vous dit que des gens vont brûler les pneus ou les coulous vont casser? Je pense que raisonnablement, la réponse serait non. Parce que vous n'avez pas envoyé les écoles, ça veut dire que vous avez respecté un mot d'ordre. La réponse est encore non. C'est juste parce que vous avez peur de quelque chose. Maintenant, nous avons assisté à un 16 février 92 à l'époque, 92, où on a vu plus d'1 million de Quinois dans les rues de Kinshasa. Malheureusement, on a déploré plus de 67 morts, si mes souvenirs sont bons. Laissez-moi vous dire, avec une telle réussite à l'époque, le président Mobutu est encore resté au pouvoir pendant 5 ans. C'est l'AFDEL qui a eu raison sur le président Mobutu. Ce n'est pas des journées villes mortes. C'est à l'opposition de faire sa propre évaluation. J'observe une chose, c'est que l'opposition est en train de se satisfaire pour dire qu'ils ont réussi. Ils ont réussi face à qui? Face aux gens qui, ayant les pouvoirs, ne se sentent pas ébranlés, qui pensent que l'opposition a échoué. Parce que pour l'opposition, excusez-moi de vous avoir charcuté la parole, pour l'opposition, c'était que le pays puisse tourner à ralenti, et nous avons également constaté cela, Papi Tamba. Pour eux, c'est ça l'objectif qui devait être atteint. Les buts ultimes, si c'est ça, leur objectif, bravo. Je suis fan d'une telle opposition. Je suis fan d'une telle opposition parce qu'il continue à me développer ses actions jusqu'en 2020. Jusqu'en 2027, jusqu'à 2030, qui continue. Pour nous, nous pensons que rien ne nous a ébranlés. Les pouvoirs, non pas seulement que nous l'exerçons, nous continuons à l'exercer et nous pensons continuer encore à l'exercer. Ce n'est pas un hasard pour que ce soit les mêmes jours que même ceux-là qui hésitaient signent un communiqué conjoint pour appeler les gens au dialogue. C'est un message fort. C'est un message fort pour des gens qui se réjouissent dans leur petit salon dire qu'ils ont réussi, alors que la communauté internationale les envoie dans ce qu'eux ne veulent pas, qui continuent à se frotter les mains. Moi, je ne suis pas de l'opposition pour faire le bilan de cette action. Pour moi, je considère que s'ils trouvent que c'était une réussite, j'ai dit bravo, qu'ils continuent à se réjouir. Ils estiment qu'ils vous ont lancé un message fort et un défi en même temps. J'ai dit bravo. Mon message est assez clair. C'est ça, les messages forts qu'ils nous ont lancés. Ces messages forts, laissez-moi parler à Lingala, et quotité. Donc, si pour eux c'est ça les messages qu'ils nous ont lancés, alors que écotité, bravo. Pour l'opposition, non, je ne sais pas. Vous dites que écotité. Mais nous avons fait une enquête. Je viens de le dire. Nous avons fait une enquête. Nous avons observé des écoles qui étaient fermées, Papi Tamba. Mais je viens de vous le dire ici. Est-ce que je conteste ce que vous venez de dire? J'ai dit, j'ai posé la question. Quel est ses parents qui enverra son enfant de 10 ans à l'école dans les contextes tels que les faits ont été décrits ou bien ont été
entre guillemets, promis par rapport à la journée du 16 février. C'est ce que j'essaie de vous dire maintenant. Parce que cet enfant n'est pas allé à l'école et que les parents ont interdit aux enfants d'aller à l'école et qui sont eux-mêmes restés à la maison pour ceux-là qui ne sont pas sortis. Je ne parle pas de ceux qui sont sortis. Est-ce que ce n'est pas un mot d'ordre ou c'est seulement par la peur de quelque chose? Maintenant, si l'opposition dans leur salon, quand ils font leur propre évaluation, ils considèrent que c'est un mot d'ordre qui a été respecté, c'est un message qu'ils ont lancé à la majorité, et ils doivent encore être à la place de la majorité pour dire que les messages que nous avons lancés, la majorité est cotie. Qui continue avec ce genre d'évaluation? J'ai dit bravo. Alors il ne faut plus me prendre la tête puisqu'ils vont prendre quelques centimètres en plus. Il faut qu'ils continuent à être très contents. Mais ils retrouveront toujours que les ministères sont occupés par les membres de la majorité. Ils vont trouver que les pouvoirs est exercé par la majorité. Et ça va rester longtemps encore pendant qu'ils sont là en train de s'auto-satisfaire dans quelque chose. Merci Papi Tamba. Nous sommes dans un pays de la libre expression. Est-ce que appeler la population aujourd'hui à une journée ville morte est-il démocratique ou non? Vous savez, nous avons une conception de la démocratie, parce que la démocratie peut être aussi à plusieurs facettes de définition. Mais pour moi, je pense qu'il y a une définition de la démocratie qui a toujours fait l'unanimité et retenue par tout le monde. On nous dit que la démocratie, c'est la capacité. C'est la capacité qu'a un peuple, je répète, la démocratie, c'est la capacité qu'a un peuple de choisir lui-même ses propres dirigeants. La capacité qu'a un peuple de choisir lui-même ses propres dirigeants. Voilà la définition telle que je comprends la démocratie. Maintenant, si il faut ajouter à cela des choses telles que nous observons, c'est-à-dire au nom de la démocratie, je peux insulter un président de la République, insulter les autres. Au nom de la démocratie, je peux envoyer des gens jeter les pierres dans les sites de bis Transco. Je vais envoyer les gens brûler les pneus. Je ne comprends pas la démocratie de cette manière. Merci. Nous allons peut-être terminer par cette question. Nous entendons, en fait, nous sommes observateurs et analystes. Nous observons dans la population deux concepts, Rumela et Yebela. Rumela, on fait allusion au chef de l'État qui doit briguer un troisième mandat. Yebela, il devra partir parce qu'il est fin mandat. Comment analysez-vous ces deux concepts? Très simple. Un concept est né de façon spontanée, un autre est né à partir des laboratoires politiques. Alors, maintenant, ce qui est né spontané par rapport à ce qui est né dans les laboratoires politiques, en réaction à un autre concept, c'est à nous de savoir qu'est-ce qui est mécanique et qu'est-ce qui est naturel. Rumela n'est qu'un concept qui vient d'un cri d'un jeune musicien qu'on appelle Bill Clinton. De façon naturelle, les peuples, ils l'ont pris, ils l'ont transformé. Yebela vient en réaction de Rumela, conçu dans des laboratoires des gens qui viennent de Gorée. C'est parmi les stratégies de Gorée. Pour vous, Rumela n'est pas... C'est spontané. C'est spontané, je vous dis, parce que je vous dis qu'il y a... On va apprendre des choses. Non, mais vous savez, il y a une chose, je dois vous le dire. L'ex-gouverneur Moïse Katumbi vient avec ces versets sataniques pour dire que nous allons prier de midi à midi pendant 3 mois. Il y a des jeunes méconnus de tout le monde, les lendemains, qui, eux, ils se mettent aussi à genoux à midi, mais ils prient Kabila Oumela. C'est de façon spontanée. Vous comprenez? Rien de concis dans un quelconque laboratoire. Maintenant, des gens viennent avec des concepts mécaniques, libres à eux. Mais ils vont voir entre ces... Nous avons appris également les 1000 francs circulent pour que les jeunes puissent chanter Rumela. C'est un peu ridicule parce que je suis moi-même un des mobilisateurs au sein du PPRD. Ce n'est pas à moi qu'on va apprendre ce genre de choses parce que je sais ce que je fais quand je suis avec des gens qui mobilisent. Vous financez ces actions pour que les jeunes puissent chanter Rumela. Je vous dis que je sais ce que je fais, c'est-à-dire quoi, je ne donne rien, je ne donne pas d'argent. Je sais ce que je fais. Alors, si les gens veulent que nous puissions perdre confiance à ce que nous faisons nous-mêmes, à ce que nous voyons nous-mêmes et à ce que nous observons nous-mêmes, ils voudraient que maintenant nous puissions les suivre parce que eux, ils sont dans des laboratoires pour concevoir des choses de façon mécanique, libre à eux. Mais je vais vous dire une chose, Kabila Oumela.
Très bien, nous allons terminer ce numéro du hic, mais nous allons demander à Papitan peut-être un mot hein, pour complètement boucler. Kabila ou Oumela. C'est votre mot. C'est mon mot. Ce n'est pas un autre mot. J'ai dit Kabila ou Oumela. Nous comprenons que ce sont de bonnes guerres. Alors, c'en est fini pour ce numéro du hic. Mesdames, messieurs, nous vous remercions de nous avoir choisis pour vous informer, pour vous édifier. Nous avions reçu Papi Tamba et nous avons parlé du dialogue national initié par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, mais nous avons également jeté un regard sur la problématique de la date du 16 février 2016. Il a apporté la lumière à sa manière. Nous vous remercions donc de nous avoir suivis et nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec le réel et même plaisir. You are